Je ne vais pas m'étaler trop longuement sur ma personne, mais je suis prêt à répondre à des questions concernant ma personne. Disons simplement que j'ai eu l'honneur et la chance de faire mes études à Champitay avec un de vos membres. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir un abbé, l'abbé Laurent Dufner, qui m'a transmis l'amour des citations et aussi qui a veillé à ce qu'on développe notre esprit critique. Voilà, c'est les deux choses que je retiens de ce personnage, aujourd'hui décédé malheureusement. Peut-être dirais-je heureusement pour lui. Voilà. Oui. J'aimerais clarifier certaines choses sur ma personne. Je suis, parce que mon prénom est Boris, donc vous allez vous demander pourquoi Boris. Boris, parce que ma grand-mère était une Russe blanche. Elle a épousé mon grand-père paternel à Moscou, et puis mon père et mon oncle sont nés à Moscou. Mon grand-père a été enfermé sur dénonciation au KGB, non pas à Lefortovo, mais véritablement à la Loubianka. Voilà, donc je dirais que mes grands-parents gardent un très bon souvenir de la Russie. Pour ceux qui diraient « Ah, c'est quelqu'un qui est pro-russe », voilà. Et puis ma grand-mère avait l'habitude de dire aussi à mon père, tu sais, les Russes et les Ukrainiens sont tous les mêmes soudards. Voilà. Donc vous prenez la chose comme vous le voulez, c'est juste pour vous dire. J'ai fait des études de droit à l'université de Genève, j'ai obtenu une licence en droit, puis ensuite j'ai fait un diplôme d'études supérieures en droit, puis je suis rentré à l'armée parce que mon père ne voulait pas que je rentre comme ça à l'armée, il voulait absolument que je termine des études, alors j'ai fait droit, et puis je suis rentré à l'armée, dans la DCA, puis ensuite je suis allé à l'état-major général pour voir un petit peu comment se passe la coordination entre les différentes armes, et puis j'ai fait plus de 10 ans au service de l'armée suisse. Je suis allé à l'OTAN. Je suis allé comme chef de délégation pour engager des troupes dans le cadre d'exercices à l'OTAN. Donc si jamais vous avez des questions sur l'OTAN, des questions sur la Suisse et l'OTAN, je suis prêt à y répondre. J'y viendrai peut-être en passant. Voilà. Alors, il y a des bonnes choses, je vous dirais sincèrement, à l'OTAN, il y a de très bonnes choses. J'ai appris énormément de choses, mais il y a aussi des choses qui sont moins bonnes. J'ai aussi un esprit critique à l'égard de l'OTAN. Voilà. Donc, je dirais, sachons raison garder quand on parle des Russes, des Ukrainiens, de l'OTAN, tout ce que vous voulez. Mais je vous laisse libre de me poser des questions plus tard. Je n'ai pas fait le compte, mais je dirais qu'en principe, il y a 40% qui sont de l'auditoire qui sont ouvertement et entièrement acquis à la cause ukrainienne, soit parce qu'ils connaissent des Ukrainiens, soit parce qu'ils sont par principe du côté de la victime. Moi, je pense véritablement que l'Ukraine est victime là-dedans. Et puis, il y a 30% de l'auditoire qui est secrètement, parce que c'est un petit peu dangereux, et entièrement acquis à la cause russe. Voilà. Soit parce qu'ils connaissent des Russes, et il y en a beaucoup entre Genève et Lausanne, enfin Lausanne et entre Genève et Vaud, soit parce qu'ils en ont assez de voir des Ukrainiens rouler en SUV électrique alors qu'eux ont toujours une vieille voiture thermique, soit encore parce qu'ils en ont assez d'entendre le président ukrainien Zelensky se plaindre du manque d'hommes alors que vous avez une foule d'Ukrainiens qui ont entre 30 et 50 ans et qui vivent très bien ici en Suisse. Voilà. Alors je ne tiens pas à faire le procès des uns ou des autres, je dis ceci. Mon exposé s'adresse aux 30% restants. Parce que je veux les convaincre. Les convaincre de quoi? De choisir leur camp? Je ne le crois pas parce que choisir le camp, ça veut dire que cette guerre est la nôtre. Alors si vous lisez le livre de Nicolas Tenzer, Notre guerre, oui, il écrit que c'est notre guerre. Je vous laisse libre de penser ce que vous voulez. Le président Macron, il est prêt à envoyer des hommes, des troupes françaises, parce que pour lui aussi, c'est sa guerre. Et puis vous avez le Conseil fédéral, en tous les cas initié par M. Ignacio Cassis, qui, par les sanctions économiques qu'il a imposées à la Russie, laisse sous-entendre que
il est aussi du côté de l'Ukraine, et que c'est sa guerre, ou la guerre du Conseil fédéral. Non, je veux vous convaincre, premièrement, de vous intéresser à la personne de l'orateur, quelle est sa personne, quels sont les liens qu'il entretient, ces liens familiaux, sociaux, et puis aussi garder un esprit critique face à ce qu'il dit. Et puis la même chose pour un écrivain, essayez de vous renseigner sur la personne de l'écrivain, quels sont ses liens personnels, ses liens sociaux, et puis c'est toujours bien, et puis garder un esprit critique face à ce que vous lisez, c'est ça que je veux, par mon exposé. Développez un esprit critique, renseignez-vous sur les personnes, parce que en matière de culture, en matière d'enseignement, en matière d'information, personne n'est neutre. Même moi, vous le verrez, je ne suis pas neutre, vous le comprendrez. Alors il y a des gens qui sont un peu bêtes, on voit tout de suite où ils veulent aller. Vous pouvez prendre par exemple Patrick Sauce sur BFM TV, lui il va même sur Internet pendant les interviews pour chercher des informations. Par contre, vous avez Gauthier Ribinski sur France 24, beaucoup plus subtil, parce qu'il est aussi plus cultivé. Lui, il vous dit « Ah, la politique jusqu'au boutiste de l'OTAN, c'est la seule manière d'arriver à la paix. » Et puis quand il vous parle de Gaza, il vous dit « Ah, la politique jusqu'au boutiste du président Netanyahou, c'est la seule façon de pérenniser le conflit israélo-palestinien. » Vous voyez ? Mais bien entendu, il ne le dit pas au même moment, hein, il le dit beaucoup plus subtil. Voilà. Alors j'espère que vous pourrez aussi me poser des questions sur ma personne, je suis prêt à y répondre. Et puis aussi, développer un esprit critique. Alors bien entendu, Sergueï Girnov, il est vu comme un traître par Poutine. Au contraire, comme un lanceur d'alerte par l'OTAN. Hein? Mais il en va de même d'Edward Snowden. Edward Snowden a osé dire que l'OTAN espionnait les Alliés. Alors, bien entendu, maintenant, il est en Russie. Alors, bien entendu, ce qu'il fallait démontrer, Edward Snowden est un traître. Mais quand il a vu ce qui se passait avec Julian Assange, je crois qu'il a bien fait d'aller en Russie. Julian Assange qui a osé démontrer par les Wikileaks que les portables de Mme Merkel et du président Sarkozy étaient espionnés par les Américains. Ah alors, on n'en est pas encore à la fin de l'épisode de Julian Assange. Voilà. Mais c'est deux livres très intéressants à lire. Il en va de même de Gaza, hein. Si vous restez croché sur Gaza, vous ne comprendrez rien au conflit. Au contraire, si vous regardez un peu en haut, vous verrez l'Arabie Saoudite, le Yémen, mais c'est un autre sujet. Prenons de la hauteur. Vous avez 5 stratèges, vous avez 5 penseurs, 5 politologues, 5 essayistes anglo-saxons. Alors, Mackinder, c'est le premier penseur. Lui, il a divisé le monde en 4 parties. C'est le Heartland. Le Heartland, c'est l'Ukraine et la Russie. Et puis le Rimland, c'est ce qui va, on dira, de la Norvège ou de la Finlande plutôt, et puis en passant par l'Inde et qui remonte jusqu'au fin fond de la Chine, ça c'est ce qu'il appelle le Rimland. Puis ensuite, il y a les continents extérieurs. Vous avez l'Amérique, vous avez l'Afrique, et puis vous avez l'Australie. Ça, ce sont les continents extérieurs. Et pour terminer, les îles. Et lui, il dit clairement que celui qui contrôle le Heartland, c'est-à-dire l'Ukraine et la Russie, il contrôle le monde. C'est la raison pour laquelle, de son temps, vous voyez, 1942, il avait très peur d'une union entre une Allemagne forte et puis les Russes. Un deuxième belliciste, c'est Nicholas Pickman. Lui, il reprend la même chose, il reprend la même division, Heartland, Rimland, les continents extérieurs et puis les îles. Et Nicholas Pickman, lui, il dit, c'est pas celui qui contrôle l'Ukraine et la Russie qui contrôle le monde, c'est celui qui contrôle, grosso modo,
la Chine. C'est pour ça qu'il a clairement dit, il faut atténuer la puissance économique chinoise. Donc je vous laisse un petit peu penser à l'île de Taïwan. Ça, c'est Nicolas Spykman. Et puis, vous avez Zbigniew Brzezinski, qui était le conseiller de Jimmy Carter. Je vous rappelle que c'est lui qui a permis la transition entre la dictature du Shah d'Iran avec la dictature ou la démocratie de l'Ayatollah Khomeini. Et lui, il a clairement dit, la Russie sans l'Ukraine, c'est un État, mais la Russie avec l'Ukraine, c'est un empire. Donc vous voyez, ce sont les trois qui peuvent vous expliquer pourquoi les Américains ont comme souci justement la Russie et puis la Chine. Pour reprendre un terme très à la mode chez les Américains, c'est les cibles. Voilà. Et puis, vous avez George Kennan qui est un Américain, qui lui est à l'opposé des trois premiers. Lui, il dit clairement que cette extension vers l'Est, c'est la cause de ce qui arrive. Et puis que ceux qui ont créé l'OTAN, aujourd'hui, se retourneraient dans leur tombe. Parce que c'est pas du tout pour ça que l'OTAN a été créé. Pour lui, on aurait mieux fait de trouver un accord avec les Russes que d'aller les titiller sur leur territoire. Et puis vous avez le dernier, c'est Mearsheimer, lui il vit encore, c'est un autre Américain qui vit encore. Alors si le précédent nous parlait des tenants de la guerre, donc des causes de la guerre, lui, il pense plutôt aux conséquences de la guerre. Il dit clairement que si on continue cette politique jusqu'au boutiste, la seule chose qui pourrait nous arriver, c'est encore une guerre atomique. Voilà. Alors je vous ai dit, il y a trois penseurs qui sont plutôt en faveur de la guerre, respectivement en faveur de l'Ukraine et de ce que fait l'OTAN, et les deux derniers qui sont opposés à ce que fait l'OTAN. Voilà un petit peu les grands penseurs. Et puis, vous avez maintenant la guerre. Alors, je sais, certains aimeraient que je leur parle de la guerre sur place. Vous savez, il y a très peu d'images. Hein. Vous voyez un char en lisière de forêt, vous voyez un char d'artillerie, le César français, qui tire un obus. Et puis on nous dit, moi je suis le grand reporter et je suis l'avancée d'une brigade. Moi je n'y crois pas, quoi. Vous m'excuserez, mais voilà. Je ne veux pas dire que la brigade n'est pas au combat. Je dis simplement que sur la base de ce qu'on me montre, il ne s'agit pas d'une brigade, quoi. Voilà. Et puis jamais en manœuvre, hein, jamais en manœuvre. Alors pour faire un petit résumé sur la guerre, je dirais que pour ce qui est de l'infanterie, c'est la guerre 14-18. Et puis quand vous voyez l'artillerie engagée par les Russes, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, vous avez maintenant des éléments plus modernes, hein, vous avez de l'armement plus moderne, mais sinon, ça reste un peu la même chose. Par contre, ce que l'on voit ici, en Europe de l'Ouest, c'est la guerre de la communication. Alors ça bombarde, hein. Ça bombarde, là, vous voyez. Et puis, vous voyez que déjà en 2013, cette guerre, elle a commencé. La guerre de la communication a commencé en 2013. Vous avez le sénateur McCain, que Dieu ait son âme, qui était sur l'Euromaïdan. Je ne dis pas sur la place Maïdan, parce que Maïdan en ukrainien, ça veut dire la place. Donc si je vous dis la place Maïdan, vous allez dire c'est un pléonasme. Même si des fois je commets l'erreur. Sur l'Euromaïdan, eh bien, lui, il est venu haranguer la foule. Voilà. Guerre de la communication. Alors c'est très simple. Les experts, c'est ceux qui ont accès à la télévision, hein, et à la radio. Ça, ce sont les experts. Le simple fait d'être en avant pour le public, eh bien, vous avez des experts. Et puis, j'aime bien l'expression de Pierre Conessa, c'est il faut couvrir la guerre, et on la montre pas, on la couvre, hein, par des commentaires incessants. Parce que on fait tout ça parce que les Américains, lors de la guerre du Vietnam, ils ont compris que si sur le terrain, grosso modo, pendant longtemps, ils gagnaient la guerre, ils la perdaient dans le domaine de la communication. Je vous rappelle cette grande image qui était sur Times et sur Paris Match,
On voyait cette petite fille vietnamienne qui avait reçu sa dose de napalm. Excusez-moi l'expression, sa dose. Hein. Voilà. Eh bien, les Américains ont dit maintenant, il faut qu'on bombarde, qu'on prépare la communication, parce qu'il s'agit de convaincre la population, il s'agit de lui faire comprendre pourquoi il est utile qu'on aille combattre du côté des Ukrainiens. Voilà. Alors, il y a 3 principes très clairs. C'est qu'il faut saturer le discours. Il faut aller à fond, on y va tous dans la même direction, on pousse là-dedans. Saturer le discours. La deuxième méthode, c'est d'occuper des positions stratégiques pour censurer. Alors ça, c'est des gens... Vous avez le gouvernement français qui a des représentants à l'ARCOM, qui est l'autorité de surveillance de l'audiovisuel, et puis qui actuellement, maintenant, lutte pour essayer de censurer ce qu'on dit sur CNews ou sur Sud Radio, pour ne citer que 2, hein. Voilà. Et puis, la troisième, c'est qu'il faut dénigrer pour éviter d'avoir à argumenter. Hein. Parce qu'il y a des arguments, il y en a peu, hein, donc on y va. On dénigre. Alors là, je vous ai montré, c'est pas une liste exhaustive, hein, je pourrais vous en citer d'autres, hein, des personnages. Mais Dominique de Villepin, c'est intéressant parce que lui, il a dit une chose qui est assez juste. Il dit toutes les guerres ont commencé sur la base d'affirmations fallacieuses. Alors c'était la guerre d'Irak en 2003. Hein. On a dit qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, ce qui n'était pas vrai. Et puis le président Chirac avait dit « Nous n'allons pas avec vous ». Mais normalement, ce qui est intéressant, c'est que celui qui soutient l'Ukraine, il soutient Israël, par principe. Hein. Je ne dis pas que c'est tous, je dis que normalement, le gros de la population qui soutient la cause de l'Ukraine soutient la cause d'Israël. Au contraire, ceux qui soutiennent la cause de la Russie soutiennent plutôt la cause des Palestiniens. Alors lui, je vous l'ai dit, il soutient l'Ukraine, et puis il soutient l'Ukraine, et puis il soutient les Palestiniens. Très drôle. Ensuite, vous avez l'ancien général Yakovlev, qui était chef d'état-major de l'OTAN. Vous avez Didier Trinquant, qui était le chef de la délégation française à Bruxelles, donc à l'OTAN. Et puis vous avez Jérôme Pellistrandi, qu'on voit sur BFM TV, qui était général de brigade, et puis lui, il était grand spécialiste des transmissions. Alors bien entendu, ces 2 personnages, Yakovlev et Trinquant, ils vont pas commencer à dire ce qui ne va pas au sein de l'OTAN, il ne va pas commencer à dire des choses en faveur de la Russie. Et puis Pellistrandi, ce qui est d'étonnant, c'est que Pellistrandi, il vous parle aussi de politique comme les 2 autres, il vous parle de l'Ukraine, la politique de l'Ukraine, la politique de la Russie. Alors que moi, ce que j'attends dans Pellistrandi, c'est qu'il m'explique les problèmes de transmission qu'ont les Russes. Pourquoi ils n'arrivent pas à brouiller les Ukrainiens? Alors souvent, c'est parce que les anciens appareils de transmission, eh bien, ils sont russes. Donc s'ils veulent brouiller les Russes, si les Russes veulent brouiller les Ukrainiens, ils brouillent leurs propres émissions. Hein. Voilà. Mais il ne nous dit rien du tout sur les transmissions, alors que c'est le grand spécialiste, pas un mot depuis le début du conflit. Ces 3 personnages ne parlent que de la politique, de l'OTAN, respectivement de l'Union européenne. Et puis vous avez Guillaume Ancel. Guillaume Ancel, c'est un lieutenant-colonel qui a fait des allers-retours entre l'armée et le civil. Et puis je dois quand même reconnaître, c'est un spécialiste de l'humanitaire dans les conflits. Mais depuis qu'il y a le conflit à Gaza, alors qu'il pourrait nous expliquer un petit peu l'humanitaire, les difficultés, tout ça, rien du tout, rien. Il nous parle simplement de politique. Les anciens militaires qui nous parlent de politique. Et puis, vous avez Elsa Vidal. Elsa Vidal, elle est très souvent sur les plateaux TV avec 2 de ses confrères, Bruno Tertrais et puis Anthony Bélanger. Alors eux, ils défendent à fond. Je vous rappelle que Elsa Vidal, elle, c'est la rédactrice en chef de Radio France Internationale, RFI. Elle a écrit un livre qui est aussi intéressant à lire, hein, c'est La fascination russe. Je vous dis, moi j'ai connu ma grand-mère, je suis allé en Russie, mais je ne suis pas rentré fasciné par la Russie. Voilà. Mais elle, c'est la fascination russe, on est tous victimes de cette fascination. Et puis Bruno Tertrais,
Bruno Tertrais, lui, il travaille pour la Fondation pour la recherche stratégique. Sa grande spécialité, c'est critiquer les citations du général de Gaulle. Vous savez que le général de Gaulle, il veillait à la souveraineté nationale. Hein. C'est lui qui a retiré la France du commandement intégré de l'OTAN. Ça a fâché les Américains, bien sûr. Alors, dès que vous citez le général de Gaulle en faveur de l'Ukraine, c'est une bonne citation. Mais dès que vous utilisez une citation de Charles de Gaulle en faveur des Russes, alors tout de suite, la phrase elle est fausse, la citation est incomplète, la citation est sortie de son contexte, elle est sortie de son contexte historique, enfin c'est le grand spécialiste. Raphaël Glucksmann, fils d'André Glucksmann, ce grand philosophe français, il faut le replacer dans son contexte, ce personnage. Je vous ai dit, les liens sociaux, c'est toujours intéressant. Raphaël Glucksmann, il a fait la connaissance de sa femme en Géorgie, Madame Ekaterina Gouladze. Les deux ont un enfant, bon, ils ont le droit, me direz-vous. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que son épouse, Ekaterina Gouladze, elle était vice-ministre des Affaires intérieures en Géorgie. Elle passe en Ukraine, elle prend la nationalité ukrainienne. En Ukraine, c'est interdit d'avoir deux nationalités. Alors, elle prend la nationalité ukrainienne, elle devient vice-ministre des Affaires intérieures de l'Ukraine. Bien entendu, elle s'est rendu compte que la double nationalité, c'est pas possible. Elle rend son passeport géorgien, et puis elle devient ensuite ministre des Affaires intérieures de l'Ukraine. Maintenant que l'affaire est plus ou moins pliée pour l'Ukraine, elle est rentrée en Géorgie, après un petit passage en France, et puis elle a repris bien sûr sa nationalité géorgienne. Voilà. Et puis il faut bien vous dire que lui et sa femme sont très liés au président Saakachvili. Le président Saakachvili qui a dirigé la Géorgie. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que le président Saakachvili, il est aussi devenu gouverneur de l'oblast d'Odessa, en Ukraine. Il faut vous, je veux pas, c'est pas le but de mon discours, mais cherchez un petit peu. Ces trois personnages sont liés. Saakachvili, son épouse, enfin son ex-épouse, parce qu'ils sont divorcés maintenant, et puis Raphaël Glucksmann. Puis vous avez Nicolas Tencer, je vous l'ai dit, il travaille pour le CEPA, c'est Center for European Policy Agency. Alors ils reçoivent des mandats de l'OTAN, puis ils planchent là-dessus. Et bien entendu, c'est lui qui a écrit Notre guerre, Nicolas Tencer. Et puis vous avez le dernier qui était un temps sous mes ordres, un très bon officier, je tiens tout de suite à le dire, un excellent officier, Alexandre Vautravers, ça c'est du côté suisse. Et puis j'ai eu le malheur un jour, lors d'un de ses exposés, de lui poser une question. Je lui ai dit, mais c'est très bien de me parler de la guerre, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui s'est passé avant le 24 février 2022 ? Il s'est fâché, il m'a dit, il ne faut pas tout mélanger. C'est comme ça qu'il a clos l'affaire. Alors je vous laisse imaginer, une femme tue son mari, elle va au tribunal, puis il y a son défenseur, l'avocat, qui dit « Écoutez, oui, en effet, ma cliente, elle a tué son mari, mais enfin, il est quand même intéressant de savoir que son mari, alcoolique, pendant 3 ans de suite, il n'arrêtait pas de taper ma cliente. Et puis imaginez maintenant le président du tribunal qui lui dit « Ah non, cher maître, faut pas tout mélanger, aujourd'hui on discute de la mort de monsieur Tartampion. » Non, c'est très étrange. Voilà. Guerre de la communication. Il s'agit de disqualifier. Je vous l'ai dit, il faut absolument discréditer ceux qui pensent différemment. Ça, c'est absolument nécessaire. On sature le discours, et puis ensuite, je vous l'ai dit, on fait tout pour censurer. Et puis, il vaut mieux discréditer que d'argumenter, c'est beaucoup plus simple. Alors, quels sont ceux qui défendent la cause russe ? C'est aussi intéressant de savoir. Alors Hubert Védrine, il parle en faveur de la Russie. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand. Alors, il y a aussi Raffarin qui était Premier ministre. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, lui, alors on le dit tout de suite, mais lui, si Védrine est vendu aux intérêts russes,
Raffarin est vendu aux intérêts chinois. Je veux bien le croire, il n'y a pas de problème, je veux bien le croire. Mais enfin, le fait de cataloguer tout de suite la personne, ça me dérange un peu. Si vous avez intérêt, je vous invite à suivre sur YouTube. Je crois que maintenant son exposé, ou plus exactement son interview de John Matlock, qui était ambassadeur des États-Unis à Moscou jusqu'en 1991. Lui, il défend à fond la thèse russe. Mais c'est très intéressant de l'écouter. Mais bien entendu, aujourd'hui, c'est fini, il est catalogué pro-russe, c'est terminé. Alain Juillet, c'est l'ancien directeur, enfin un ancien directeur de la DGSE, les services secrets extérieurs français. Lui aussi, il défend la cause des Russes. Et puis, vous avez le colonel McGregor. C'est le seul qui vous parle de manœuvres militaires, c'est le seul qui vous parle, qui emploie des termes militaires, qui sont compréhensibles pour quelqu'un comme moi. Le seul. Mais malheureusement, il a travaillé pour l'administration Trump, c'est donc un complotiste. Terminé, il est rangé. Guy Métan, je veux bien croire, c'est un ancien journaliste. Guy Métan, il est président de l'association, je sais peut-être pas le nom exact, hein, mais c'est l'amitié, pardon ? Chambre de commerce. Voilà, entre Russie et Suisse. C'est aussi intéressant d'écouter ce qu'il a raconté. Moi, je vais vous dire pourquoi j'écoute les deux bords. Parce que quand je suis allé suivre mon stage de formation comme directeur des services de renseignement en Angleterre, la première leçon qu'on m'a indiquée, c'était si vous n'êtes pas prêt à lire des thèses qui sont contraires à vos plus intimes convictions, vous n'êtes pas fait pour le renseignement. Pourquoi ? Caroline Galacteros, c'est aussi intéressant de l'écouter, mais Caroline Galacteros, elle est proche d'Éric Zemmour, donc une fasciste. Terminé. Slobodan Despot, vous avez entendu la dernière controverse, il a osé dire que les pays baltes étaient pleins de fascistes, de nazis. Alors, terminé, Slobodan Despot, on ne va plus l'entendre très longtemps sur la chaîne suisse. Régis Le Sommier, c'est très intéressant parce que c'est un des rares qui va sur le terrain, parce que les autres, ils vont, si vous prenez par exemple Gulliver Krag, c'est un type qui est maintenant loin de sa famille, qui est à Kiev, il va de temps à autre à 5-10 km du front, il va discuter avec les soldats ukrainiens, il revient, puis il vous explique ce qui s'est passé. Mais lui, il va au front, hein, Régis Le Sommier. Mais bien entendu, il défend la cause russe, donc c'est fini. Xavier Moreau, c'est un ancien officier français. Lui, il vit depuis 10 ou 15 ans à Moscou, donc ne l'écoutons pas, c'est un poutinolâtre. Et puis, quelqu'un avec qui j'ai travaillé, je ne l'ai pas eu sous mes ordres, contrairement à Alexandre Vautravers, j'ai eu Jacques Beau, on travaillait ensemble. Jacques Beau, c'est celui qui est à la base des 3 fascicules sur les forces armées de l'Est. Celui qui connaît le mieux la Russie, l'articulation politique, l'articulation militaire, c'est Jacques Beau. C'est lui qui a créé cette doctrine, ces fascicules. Alors maintenant, quand vous l'écoutez, il emploie toujours, quand il parle des villes, quand il parle des personnes, en Ukraine, il emploie toujours des termes russes. Pour lui, c'est Kharkov, c'est pas Kharkiv. Pour prendre un exemple bête et stupide. Alors maintenant, si vous me dites Jacques Beau a ses entrées à l'ambassade russe, je veux bien le croire, sincèrement, parce que c'est celui qui a le plus de connaissances encore aujourd'hui sur ce qui se passe. Alors, si vous me dites, lui, il a ses entrées à l'ambassade, il a ses entrées à Moscou, je suis le premier à le croire. Mais c'est celui qui connaît le mieux toute l'articulation, les forces spéciales, tant d'un côté que de l'autre, c'est Jacques Beau. Voilà, mais il a un gros défaut, c'est qu'il défend la cause russe. Alors moi, pour mon exposé, je me suis basé sur les propos de ces gens-là qui sont plus mesurés, beaucoup plus mesurés. Je vous invite à regarder sur YouTube l'interview donnée par le général Kuyat. Le général Kuyat, il était général-inspecteur der Bundeswehr, l'équivalent de notre chef de l'armée, en Allemagne. Alors bien entendu, lui, c'est très intéressant d'écouter, lui, il est
défend la thèse russe. Pourquoi est-ce qu'on le laisse parler? Puisqu'il a quand même été, non pas envoyé comme ça, comme grand chef de l'armée, il a été nommé quand même par l'autorité politique. Hein. Il a marqué son temps, le général Couillat. Et puis vous avez 2 généraux, ou 3 généraux français, Pinard-Legris, Didier Tauzin et puis Lalanne Berdoutic. Quand vous discutez avec eux, ils sont très mesurés. J'ai eu l'occasion de discuter avec Pinard-Legris et Lalanne Berdoutic. Et ils me disent « Oh, fais attention aux chiffres que tu as sur les morts et les blessés ukrainiens. Oh, te laisse pas bercer d'illusions quand les Russes racontent le nombre de blessés. » Ce sont des gens qui sont les premiers à défendre certaines thèses russes, mais qui sont très critiques tant à l'égard des Ukrainiens qu'à l'égard des Russes. Avant de s'exprimer, ils réfléchissent. Didier Tauzin aussi. C'est aussi intéressant d'écouter Didier Tauzin quand il nous parle de l'envoi des troupes françaises en Ukraine. Une fois, il a osé dire, écoutez, la longueur du front, c'est grosso modo parce qu'on lutte entre 1000, 1200, 1400 km. On ne sait pas ce que c'est, nous, 1000, 1200, 1400 km. Il a dit, Didier Tauzin, l'armée française, actuellement, elle est capable de tenir 3 semaines sur un front de 80 km. Alors, voilà. Donc c'est pas un idiot qui vous dit ça, c'est pas un colonel, c'est un général. Et puis vous avez Pierre de Jong qui a écrit un excellent livre sur les forces d'action spéciales en Ukraine. Agir derrière les lignes. Il passe en revue et les Ukrainiens et les Russes. Tout le monde est passé à la loupe par Pierre de Jong. Puis malheureusement maintenant il commence à dire que les Russes gagnent. Alors Pierre de Jong a un peu perdu la tête. Hein. Vous avez Emmanuel Todd qui est un historien. J'ai bien aimé son explication parce qu'il se base sur l'histoire, il se base sur l'évolution de la culture et de la religion. Alors si vous vous demandez pourquoi on a un Nemo qui a gagné qui a fait gagner la Suisse, eh bien, lisez Emmanuel Todd, vous comprendrez pourquoi. Voilà. Puis, j'ajouterai une petite plaisanterie, mais purement personnelle. C'est que lorsque je regardais, parce que ma femme adore l'Eurovision de la chanson, et je voyais, involontairement, je dois l'avouer, le brave Nemo a fait tomber le drapeau suisse avec sa tête. Mais il y a un drapeau qu'il agitait, c'était le drapeau des non-binaires. Fierté des non-binaires. Voilà, enfin bref. Ça, c'est ma petite contribution personnelle. Mais lisez Emmanuel Todd, il se base sur l'histoire, l'évolution de la culture, et puis l'évolution de la religion. Il dit qu'aujourd'hui, le niveau de la religion, c'est 0. Voilà. C'est la défaite de l'Occident, mais j'aurai l'occasion de revenir. Je vais vous dire peut-être quelque chose qui va choquer certains hommes. Mais pour moi, il n'y a que 2 femmes qui peuvent porter ou s'enorgueillir de porter le titre de grand reporter, c'est Lise Ramboudou et Patricia Alémonière. Elles vont dans le terrain. Les 2 sont allées sur le terrain. Alors je prends l'exemple de Lise Ramboudou. Lise Ramboudou a eu grand tort, elle, de nous montrer une compagnie russe au combat. Une compagnie russe. Bien entendu, à peine le reportage est passé à la télévision, elle est vendue aux intérêts russes. Madame Lise Ramboudou, vous avez meilleur temps d'aller maintenant nous faire des reportages sur l'avenir des femmes en Afghanistan et en Iran. Et puis, c'est maintenant les reportages que vous voyez, ils viennent de là. Et puis, il y a aussi Michel Scott qui est intéressant aussi. C'est un homme, il est très intéressant. Le seul problème avec Michel Scott, il va dans les endroits les plus dangereux, mais il n'y reste pas longtemps. Il reste grosso modo 3 jours, puis il revient. Il est allé notamment à Haïti quand ça brûlait énormément. Victoria Spartz, représentante à la Chambre des représentants américaine. Victoria Spartz, elle est née en Ukraine et puis elle a voté jusqu'au bout contre la livraison, enfin contre le versement des 61 milliards par les États-Unis. Personne ne l'a critiquée parce qu'elle est américaine, donc on ne va pas critiquer. Mais suivez un petit peu ce que raconte sur ses blogs Victoria Spartz.
Manon Loiseau. Manon Loiseau, elle a fait un reportage très intéressant, que vous pouvez voir sur Internet, c'est les USA à la conquête de l'Est. Une pure critique contre les Américains. Pourquoi on ne la critique pas? Pourquoi les Américains n'ont pas tiré, ne l'ont pas ciblé, comme on dit? C'est très simple. Tous les autres reportages de Manon Loiseau sont en faveur des États-Unis. Donc si on ose dire que là, elle s'est trompée, ça veut dire qu'elle s'est trompée sur les autres reportages, soyons sincères. Et puis, vous avez Bernard Wicht, privat-docent à l'Université de Lausanne. Je suis assez souvent d'accord avec lui. Il y a un seul point sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est lorsqu'il nous dit que la poussée russe sur Kiev, c'était de la maskirovka, c'est-à-dire c'était une manœuvre de déception. Les Russes qui voulaient attirer les Ukrainiens sur le nord pour mieux attaquer dans le Donbass et dans le sud. Je ne crois pas que les Russes ont perdu autant de matériel et autant d'hommes juste pour une manœuvre de déception. Mais c'est mon avis personnel. Voilà. Mais sinon, très intéressant, Bernard Wicht. Alors bien entendu, ceux qui sont contre lui, parce qu'il faut toujours une explication, il y en a qui disent qu'il n'a pas fait un jour de service. Mais comme par hasard, c'est un grand ami au brigadier Martin Chvala. Voilà. Alors, fils de Georges André. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut être ami avec quelqu'un qui nous connaît de l'armée et puis n'avoir pas fait un seul jour de service. Enfin, c'est... voilà. Alors, il y a la guerre de la communication puis la guerre économique. Ça, c'est aussi intéressant. La guerre économique. Bon, si vous avez l'occasion de voir sur Internet aussi, ou bien, oui, parce que la revue Market, c'est sur Internet que ça se trouve. Alors, lui... il a clairement expliqué que c'était à géométrie variable, les sanctions économiques. Parce que lorsqu'il s'agit d'agir contre l'Iran, il y a des sanctions économiques. Lorsqu'il s'agit d'agir contre le Venezuela, il y a des sanctions économiques. Et puis, quand les Américains attaquent la Serbie, bombardent 3 fois l'ambassade chinoise de Belgrade, non, ce sont des erreurs. Voilà, donc... géométrie variable. Grande critique de ces sanctions économiques, une grande critique. Puisque j'attaque ce domaine, moi, je viendrai plus tard là-dessus. Alors, Bruno Le Maire, qui est un très grand écrivain, pardon? Dites-moi. C'est Arnaud de Tézac. Arnaud de Tézac. Il est venu faire une conférence aussi. Très intéressant, très intéressant. Et vous parlez aussi des rapports de la Suisse et de l'OTAN, qu'il faut prendre ces thèses à la lettre. Je dis simplement qu'il faut écouter ce personnage qui est très très bien et très bien renseigné. Très bien renseigné. Puis alors, bien entendu, Bruno Le Maire, grand écrivain, à mon avis, il est meilleur écrivain que ministre de l'économie. Deux petites citations pour vous dire, quand même, qui vous montrent les connaissances du personnage. Quand il était ministre de l'Agriculture, des journalistes qui voulaient le piquer, parce que ça existait encore à l'époque, ils lui ont dit, mais les vaches, elles ont les cornes devant ou derrière les oreilles? Alors, bien entendu, il a dit, ah, mais je suis ministre, je ne suis pas agriculteur ou paysan. Bon. Juste pour la petite histoire, elles sont au-dessus, hein, les cornes, mais pas derrière, mais devant. Et puis, quand il est devenu ministre de l'économie, on lui dit, c'est quoi un hectare? Un hectare, c'est 100 mètres carrés. Oui. Puis là, on l'a repris tout de suite, on a dit, oui, mais enfin, 100 fois 100, hein, ça fait pas 100, hein. Voilà. Son objectif, c'était clairement, ça c'est sa citation, hein, c'est sa citation. Lui, il voulait l'effondrement de l'économie russe. Alors, quand on lit Anne Niva, parce qu'on était à une conférence avec M. Reichen, il y a une pauvre dame qui se lève puis qui dit « Ah, mais vous nous dites que la Russie, c'est mauvais, j'en reviens. Et puis, j'ai vu que les magasins sont bien remplis, qu'il n'y a pas de queue, que les Russes vivent bien. » Alors, j'entendais dans mon coin, j'entendais des gens qui disaient « Alors, elle a qu'à demander son passeport pour retourner en Russie. Et puis, elle demande son passeport russe. » Mais en fait, quand c'est Anne Niva qui dit exactement dans son livre ce que disait cette dame, cette citoyenne lambda, eh bien ça c'est pas béni parce que c'est Anne Niva. Hein. Voilà. Politico, c'est un quotidien américain qu'on trouve sur Internet, bien entendu c'est payant. Et puis il y a maintenant une variante pour l'Europe, Politico Europe. Et Madame Ursula von der Leyen s'est vantée un jour de dire « C'est ce que je lis en premier en arrivant
à mon bureau. Elle lit Politico. Et puis, Politico, ça c'est le BIC qui le rapporte, on disait que les résultats sont décevants. Les résultats. Alors, quand je dis à des gens qui sont en faveur des sanctions économiques que les résultats sont décevants, il faut arrêter ces sanctions, de dire « Ah non, mais il ne faut pas arrêter parce que au moins on fait quelque chose. » Alors moi, je veux bien. Mais l'explication, c'est Emmanuel Todd qui le dit. Il a dit il n'y a que 12% de la population mondiale, quand on regarde les pays, il n'y a que 12% de la population mondiale qui sont d'accord avec l'OTAN et puis qui imposent des sanctions économiques. Alors, comment est-ce qu'on va empêcher la Russie de commercer avec les autres États, avec le reste? Avec les 88%. Voilà. Et puis, vous avez le ministre des Affaires étrangères hongrois qui dit que ces sanctions, elles impactent plus l'Europe, elles touchent beaucoup plus l'Europe, elles sanctionnent plus l'Europe que la Russie. Alors, bien entendu, quand vous dites ça, on vous répond « Oui, mais c'est un type du gouvernement de Viktor Orban. » Encore un type qui est contre l'Ukraine. Alors, j'ai pris une autre citation. C'est une citation de François Mitterrand. Je vous laisse la lire parce qu'elle est très intéressante, la citation de François Mitterrand. Je vous la lis peut-être. « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort. Oui, ils sont très durs, les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde, une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. » Alors c'est François Mitterrand, vous pouvez l'accuser d'être de gauche, d'avoir été de gauche, mais vous ne pouvez pas l'accuser d'être contre la France. Hein. Voilà. Guerre de Londres. Guerre de Londres, c'est un cas, hein, je vous ai cité le cas de Ekaterina Gouladze, je veux dire, l'ex-femme de Raphaël Glucksmann, je vous ai parlé de Saakashvili. Là, vous avez un cas très intéressant. Vous avez Nathalie Yaresko, qui est née en Amérique, donc américaine. Cette dame vit à peu près 6, 7 ou 8 ans, je ne sais plus, en Ukraine. Elle travaille à l'ambassade des États-Unis. Elle obtient la nationalité ukrainienne le 2 décembre, et puis le même 2 décembre, elle est nommée ministre des Finances de l'Ukraine. Non, mais les Américains ne sont pas là, il faut arrêter d'imaginer ça, hein, je vous le dis. Voilà. Guerre de l'ombre. Alors, Joe Biden, à peine le conflit a commencé, avant que le conflit commence, puis c'était le 25 janvier 2022, il dit « Non, je n'enverrai jamais de troupes américaines en Ukraine, même si les Russes venaient à attaquer l'Ukraine. Hein? » Là, je prends un livre qui est très bien, c'est un livre écrit par un Ukrainien. Lui aussi, il s'attache à l'histoire. Il est relativement neutre, sincèrement. Il est relativement neutre. Une approche très historique. Et puis, il vous dit clairement ce qui s'est passé. Il vous dit clairement que depuis 2014, les Américains étaient là, ils ont formé, plus de 75% des brigades ukrainiennes ont été formées par l'OTAN, il y a 10% des cadres qui sont allés aux États-Unis se former. Voilà, donc pour quelqu'un qui... Et puis, il y avait encore en 2021 une célèbre manœuvre, enfin un exercice, avec 6000 hommes, dont 600 Américains, qui s'appelait l'exercice rapide Trident, pendant tout le mois de septembre 2021, ils ont été formés, les Ukrainiens. Mais sinon, je vous assure, Joe Biden ne nous a pas menti. Il a simplement changé d'avis, je pense. Et puis, vous avez, quand vous lisez le New York Times, j'ai pris la version du Figaro pour que vous puissiez mieux comprendre, ils ont avoué, les Américains ont dû avouer qu'ils avaient 12 bases de renseignement à la frontière avec la Russie. Ces 12 bases existent toujours. Alors, quand on me disait à l'époque, ah non, mais Joe Biden, il a sa taupe auprès du président Poutine, c'est eux qui livrent les informations, c'est comme ça qu'il savait, qu'il était sûr que les Russes allaient attaquer. Vous voyez qu'ils ont absolument tout pour écouter ce qui se passait de l'autre côté de la frontière. Hein. Ils sont toujours là, ces 12. Guerre de l'ombre. Je vous invite à lire L'Ami américain, très intéressant. C'est un livre
c'est pas seulement une nostalgie du général Charles de Gaulle, ce n'est pas du tout ça. Il vous explique toutes les opérations d'influence américaine sur les administrations françaises depuis le général de Gaulle jusqu'à Sarkozy. Toutes ces manœuvres, très intéressant. Et lorsque j'étais au Kosovo, j'étais pas dans la Swisscoi, donc j'étais pas dans cette cellule purement suisse, j'étais au sein de l'OTAN, dans la cellule renseignement, et à ma gauche, il y avait un civil. Je me suis dit, mais il vient d'où, le civil? Je me renseigne auprès du chef de la cellule. Il me dit, ah, mais ça, c'est un type de la CIA, c'est lui qui nous donne qui nous demande les renseignements clés dont il a besoin. Voilà. Donc, dans chaque cellule, le renseignement de l'OTAN, quand vous avez des militaires, quand vous voyez des civils, vous savez que c'est les gens de la CIA. C'est comme ça. Je prends maintenant la guerre juridique. Ça, c'est aussi un truc intéressant, la guerre juridique. C'est le général Castres, un général français, qui nous le dit. Ils manipulent les lois en fonction de leurs intérêts, les Américains. Il dit justement, il arrive même que certaines puissances jouent sur les deux tableaux. Mener la guerre au droit et puis pratiquer la guerre du droit. Il s'agit d'un art dans lequel les États-Unis excellent. C'est pas fait que des amis, hein, je vous assure. Enfin bref, il a bien vendu ses livres. Et puis, on a toujours dit, ah, mais vous savez, la task force repos, donc pour Russian elites and proxies and oligarchs, cette task force repos dans laquelle les Verts en Suisse aimeraient bien nous voir représentés, eh bien, c'est dans cette task force, on nous a dit au départ, ah, mais il s'agit simplement de séquestrer les biens, il s'agit de les geler, voilà, c'est le mot que je cherchais, il faut geler les biens russes de ces oligarques, de ces élites russes qui sont à gauche et à droite, en Europe, mais en aucun cas de les saisir. Ben, vous voyez, quand je disais que leur devise, la devise de repos, c'était « freeze and seize », c'est geler et saisir. On me disait non, on manipule pas le droit comme ça, Boris. Très bien. Mais vous voyez qu'ils sont en train d'étudier. Ici, vous avez le Premier ministre belge qui vous dit clairement que c'est à l'étude. C'est à l'étude. Malheureusement, quand j'ai dit ça, je l'ai dit avant le 23 février 2024. Je ne veux pas dire que je suis un devin, hein, je me suis aussi beaucoup trompé, n'ayez crainte. J'ai aussi cru que les Russes n'attaqueraient pas. On peut se tromper. Et puis, il y a les guerres d'influence, les opérations d'influence. Je vous invite à lire aussi un livre qui est très intéressant, je ne vous le montre pas là, mais c'est « Stratégie d'influence et guerre de l'opération ». C'est tout ce qui concerne ces opérations d'influence américaines. Alors lui, vous avez entendu parler de cet ambassadeur américain à Berne. Lui, alors, il met toujours la sauce, il met la compresse, il met la pression. Juste pour revenir, parce que vous allez me dire, oh, mais c'est un petit jeune, en plus, il n'a pas la même religion que toi, enfin bref. Lui, il veut absolument confisquer les biens. Hein. Il dit que ceux qui ne veilleront pas à l'aider à confisquer les biens russes, eh bien, on va leur mettre la pression. Je vous renvoie à ce qui s'était dit le 31, je crois que c'était le 31 du 12 1996, je peux me tromper, lorsque Jean-Pascal de la Murat avait parlé de chantage à propos des fonds juifs en déshérence. J'ai de la famille juive, hein, ne me prêtez pas d'anti-juif ou anti-sioniste ou ce que vous voulez. Eh bien, il a dû faire marche arrière, le pauvre Jean-Pascal de la Murat. Mais vous me direz, c'est quelqu'un de droite, donc c'est normal. Et puis, alors, on prend un autre cas. Je prends le cas d'Alain Berset, qui a adulé des foules. Lui, il a osé dire que dans certains milieux de l'Ouest européen, la frénésie guerrière régnait. Il a aussi dû rétropédaler un petit peu. Hein. Voilà, donc c'était un type de gauche. Vous voyez qu'à droite ou à gauche, il n'y a pas de distinction pour les Américains, on y va. Et puis, je vous rappelle aussi ce que disait Ralph Levin, qui est le président des communautés israélites. Il disait, la Suisse, elle a toujours eu besoin d'une pression extérieure pour agir. Je peux vous trouver la citation si vous voulez, et c'est ce qu'il a dit. Voilà.
Alors ça va continuer, hein, n'ayez crainte, restez toujours à l'écoute de ce que dit ce saint homme. Vous avez aussi des opérations sous fausse bannière. Alors, le piège, vous savez qu'il y a eu 4 explosions sur le tuyau, les pipelines, sur les 2 pipelines Nord Stream, 1 et 2. Alors, au début, c'était les Russes. Terminé. Après, vous avez une autre variante. C'était, non, c'est pas les Russes, c'est des Ukrainiens, mais qui sont opposés à Zelensky. Et on a tout entendu, hein, il fallait suivre un peu l'épisode. Mais en résumé, je vous rends attentif au fait qu'il y a eu un exercice de l'OTAN en juin, je me suis trompé là, c'est du 5 au 17 juin. Du 5 au 17 juin. Ils étaient entre Gotland, c'est une île suédoise où l'OTAN fait des manœuvres aujourd'hui, en vue de ce qui pourrait arriver, le Danemark, et puis au nord la Suède et au sud l'Allemagne. Et puis, ils avaient des avions. Pourquoi ils avaient des avions? Ils faisaient de l'air interdiction, c'est-à-dire qu'ils empêchaient tout avion de venir prendre des photos du secteur. Voilà. Et puis, si vous lisez l'enquête du journaliste Seymour Hersh, lui, c'est très clair. C'est les Américains, avec l'aide des Norvégiens, qui ont préparé ces explosions. Je vous rends attentif au fait que les Danois avaient aidé les Américains pour espionner les portables de Mme Merkel et de M. Sarkozy. Hein. Ce sont les Danois. Ils sont pas mal forts. Et même, j'ai travaillé avec les gens du Nord, je peux vous assurer, ils sont très bons. Pas dans ce genre de truc, mais ils sont très bons militaires. Et puis dernièrement, vous avez une déclaration d'un expert américain en terrorisme qui, lui, s'étonne que les 2 enquêtes indépendantes, celle menée par l'Allemagne, celle menée par la Suède, ne soient arrivés à aucune conclusion. Ils sont incapables de vous dire si c'est les Russes ou les Américains. Et puis, il a demandé, c'est une requête qu'il a déposée auprès du Conseil de sécurité, c'est que ce Conseil de sécurité se montre beaucoup plus curieux, et puis mène l'enquête au bout pour qu'on sache définitivement si les Russes sont derrière, ou si ce sont les Américains ou une autre nation. Ça m'étonnerait qu'on arrive à quelque chose. Mais là, je vous ai montré un livre. C'est le livre d'une Française, c'est une Française, Marion von Rentpergem, et elle, c'est la thèse russe. Mais c'est très intéressant de lire, hein, son explication. Alors, vous allez me dire, on est en Suisse, maintenant il y a le débat sur l'OTAN. Alors, j'ai pris cette phrase de Pierre-Alain Fridet, c'est un socialiste qui est au Conseil national. Dans son livre, il dit clairement qu'on est un passager clandestin de l'OTAN. Alors, je dis, excusez-moi, mais cette phrase, elle est on caps, double, douteux, dangereux en latin. Parce que elle est perfide. Cette phrase est perfide. Parce qu'elle permet, bien entendu, d'un côté aux socialistes de dire, écoutez, avec l'argent qu'on économise, on va le mettre pour l'aide au développement ou bien pour la promotion de la paix. C'est une noble cause, hein. Je ne critique pas. Mais ça aide les socialistes. Et de l'autre côté, ça aide le centre, qui lui, un rapprochement avec l'OTAN, qui vous dira, mais oui, vous voyez, on a profité de l'OTAN pendant toutes ces années, il est normal que maintenant on se rapproche, parce que quand même, on peut pas profiter sans donner un peu d'argent pour faire des exercices. Et puis alors, ça c'est au domaine national, puis dans le domaine international, c'est aussi intéressant, parce que quelqu'un qui lit une phrase comme ça à l'OTAN, il vous dira, d'ailleurs je l'ai aussi entendu, vous admettez que vous êtes des passagers clandestins. Et vous êtes un pays riche, vous les Suisses. Oui, on a encore de l'argent. Vous voyez? Donc, il faudra payer le prix du ticket que vous n'avez pas voulu payer, et on me le dit assez méchamment, on me le disait assez méchamment. Il faudra que vous payiez le ticket d'entrée, puis il faudra payer l'amende, hein? Voilà. Ça, c'est ce qu'on me dit. Vous me direz, ce sont des citoyens lambda qui me disent ça, mais enfin, ça sort, hein? Bernard Wicht, il vous dit clairement que la question maintenant, c'est de savoir si on veut adhérer à l'OTAN ou pas. Je vous rappelle que le 27 mars de cette année, il y a un sondage qui est sorti. Pour moi, les sondages, mais je dis bien pour moi, les sondages n'ont comme seule vertu d'influencer les gens. Hein. On prépare le terrain avec les sondages. Tant que c'est moi qui effectue le sondage, je vous assure, ils sont très bons. Par contre, si c'est vous, ça commence à être un peu suspect.
Alors, dans ce sondage du 24 heures du 27 mars, vous verrez qu'en 1996, il y avait 20% des Suisses qui étaient en faveur d'une adhésion à l'OTAN. Puis on vous dit que maintenant, 2024, on est déjà à 30%. Donc on a augmenté de 10%. Et puis, ceux qui sont en faveur d'un rapprochement, comme c'est ce que veut le centre, on était à 30% et maintenant on est à 52%. Alors, je ne sais pas, mais vous voyez, moi je penche en faveur de la thèse de Fichte. On va y arriver à cette question. Lentement, mais sûrement. Je vous rappelle aussi ce qui est sorti aujourd'hui dans le matin, hein, où on nous dit justement qu'il y a un rapprochement qui va se faire, et puis que le Conseil national, enfin les chambres n'étaient pas au courant. J'ai encore le document là, je peux vous le montrer. Hein. C'est très beau comme ça se fait. Ça se fait toujours en sous-main, c'est très subtil, c'est très subtil. Non, on n'entrera pas à l'OTAN sans un vote, je vous tranquillise. Enfin, who knows? Là, vous avez un livre d'Henri Guénaud qui vous dit justement, à propos de l'OTAN, qui vous dit, depuis que l'Union soviétique a la bombe atomique, un engagement des Américains en faveur de l'Europe, ce ne sera pas automatique. Alors on me dit, quand je cite ceci, on me dit « Ah, mais vous savez, Henri Guénaud, il est dépassé, et puis il est contre les États-Unis, il est un peu frustré, bien entendu, il est frustré. Quoi. Quand vous avez atteint un certain niveau, on dit que vous êtes frustré parce que vous auriez pu aller plus haut. Quand vous êtes en bas, on vous ridiculise, on vous dit « Oh, machin qui a écrit. » Voilà. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible. L'OTAN, les États-Unis vont venir. Bien sûr, les États-Unis vont venir. Mais je vous rappelle ce qu'a dit le président Trump. Lui, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Alors vous allez me dire, oh, il est fou. Vous savez, on a dit de Poutine, c'est Hitler. Je suis prêt à le croire, il n'y a pas de problème. Mais on a aussi dit ça de Milosevic. Milosevic, c'est Hitler. Le même qualificatif pour les deux personnages. Donc je vous dis, on diabolise. Hein. Alors lui, il est américain, donc il est en plus président, donc on ne va pas dire que c'est Hitler. Mais c'est un fou. Mais il n'est pas si fou que ça. Il n'est pas si fou que ça. Pourquoi? La dette américaine, elle est de 30 trillions de dollars. Alors, on ne va pas commencer à discuter sur la définition du trillion selon les Américains et selon les Européens. Pour les Américains, 1 trillion, c'est 1 milliard. Et puis pour les Français, 1 trillion, c'est en fait 1000 milliards. Et pas 1 million de milliards. 1 million de milliards. Mais enfin, 30 trillions. Partons du principe que la dette américaine est de 30 milliards de dollars. Il y a trois façons. Je ne suis pas un économiste. J'ai fait de l'économie politique, mais je ne suis pas économiste de formation. 30 000 milliards, pardon. 30 000 milliards. C'est très juste, excusez-moi. Il n'y a que trois façons de faire ceci, à mon avis. Hein. Sur la base de mes connaissances très modestes en matière d'économie, vous attaquez aux retraites. Prolongez l'âge, vous diminuez les retraites, c'est un peu la façon française. Puis comme ça, vous vous remboursez. Hein. Et puis l'autre, c'est suspendre le service de la dette. On peut aussi faire, hein. Mais si vous avez une maison, essayez d'arrêter de payer vos hypothèques, vous verrez combien de mois vous allez rester dans votre maison. Et puis l'autre variante, c'est on tape dans la défense. Ben lui, il a compris. Il va taper dans la défense. Pourquoi on va sauver des gens qui ne sont pas prêts à payer les 2% qu'on leur a demandé depuis des années? 2% du PIB pour la défense de leur pays. Je ne crois pas qu'il soit si fou. Hein. Un livre que je vous conseille, en plus de l'ami américain, c'est Le piège américain. Vous en connaîtrez beaucoup sur le système judiciaire américain, vous connaîtrez beaucoup sur le système pénitentiaire américain. Je vous déconseille d'avoir une affaire pénale aux États-Unis. Hein. Et il suffit d'oublier sa brosse à dents à l'hôtel pour que l'affaire soit américaine. Hein. J'exagère à peine. Hein. Et puis, il vous parle des méthodes commerciales américaines, le piège américain.
Alors lui, parce que bien entendu, je dis toujours, ah, Joe Biden, c'est vrai, je suis plutôt contre Joe Biden. Mais quand je dis ça, on me dit, non, mais Boris, et il n'avait même pas lu le livre, hein, celui qui m'a retenu. Il m'a dit, mais que tu aies Biden, Trump, ou qui tu veux, démocrate, indépendant, républicain, tous ces gens, ils travaillent pour Raytheon, pour Lockheed Martin, pour General Dynamics, les F-16, c'est General Dynamics. Les chars Abrams, c'est General Dynamics. Et on vend tous aussi, hein. Très intéressant ce livre. Et puis, Anne Niva, j'en parlais, c'est la femme de Jean-Jacques Bourdin, qui est sur Sud Radio maintenant, depuis qu'il a eu un petit problème à BFM TV. Et Anne Niva, vous voyez, c'est très subtil chez Anne Niva. Anne Niva, elle vous dit au départ qu'elle ne défend ni la cause des uns, ni la cause des autres. Mais c'est très subtil parce qu'elle est très cultivée, cette Anne Niva. J'en ai dit du bien au départ de mon exposé. Elle dit comme ça, en passant, l'Alliance Atlantique, c'est une structure militaire défensive. Si je l'avais pas mis en rouge, elle passait comme une fleur à la poste, comme une lettre à la poste. Et l'ONU, elle dit clairement que l'ONU, elle est critiquée aujourd'hui. Le secrétaire général de l'ONU, M. Gutiérrez, il est critiqué par tous ceux qui défendent la thèse d'Israël. Il tire à boulet rouge sur Gutiérrez. Il y a le Conseil de sécurité qui est mis sous pression parce qu'il y a des pays comme l'Inde, comme le Brésil, qui aimeraient être au sein du Conseil de sécurité. Voilà. Donc, je ne crois pas qu'on ait une solution avec l'ONU, hein, aujourd'hui. Je reviens sur l'affaire d'Alain Berset. Il dit qu'on parle bien de sanctions économiques, on parle d'apporter des armes, mais il n'y a personne qui vous parle de paix, hein, dans l'Union européenne, personne. Moi, je n'ai pas entendu, peut-être que vous avez entendu, mais moi, je n'ai rien entendu. Il n'y en a pas un qui vous parle de paix. Il y a eu 2 tentatives. Il y a eu une tentative israélienne, mais c'est vrai que j'aurais réagi comme les Israéliens à l'époque, quand on leur a dit on peut être, en parlant de Zelensky, M. Lavrov avait dit on peut être juif et nazi. Alors forcément, les Israéliens, ils ont plié bagages, ils sont partis. Hein. Et puis ensuite, vous avez une autre tentative, c'est les Turcs qui ont fait une tentative de paix, puis M. Boris Johnson a dit la guerre n'est pas finie, hein, on y va. Guerre et paix. Alors vous allez me dire, ah mais la Suisse est bien placée, la Suisse est bien placée. Moi je dis non, la Suisse n'est pas bien placée. Enfin, j'ai dit ça à mon beau-père, au père de mon beau-fils, pardon. Je lui disais, mais on défend bien les intérêts des États-Unis en Iran. Donc on est quand même bien protégé. Et puis, il me dit, mais vous défendez aussi les intérêts russes en Géorgie. Ah ouais. Et puis, est-ce que les intérêts américains, pardon, en Géorgie, est-ce ils vous fichent la paix, les Américains? Vous avez le prince de Monaco qui se met sur l'Iran, lui il veut aussi la conférence sur la paix. Il y en a 2, hein. Puis n'oubliez pas la Turquie, hein. Faut pas sous-estimer la Turquie. Elle risque bien de revenir sur le devant du tableau, de la scène. Et puis il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est Chypre. Je vais y aller cette année pour la 3e fois. Première fois, je vois plein de Russes dans mon hôtel. Puis je demande au directeur, dont j'ai fait la connaissance, puis je dis, mais c'est plein de Russes, ils viennent d'où? Moi, on m'a toujours dit qu'avec leur carte de crédit, leur carte de débit, ils ne peuvent pas tirer un franc ici en Europe. Ah, mais il dit, mais c'est très simple. Ils passent par Istanbul ou par Tallinn, ils prennent l'avion, ils arrivent ici. Et puis ici, ils dépensent, puis il y a des Russes qui habitent ici à Chypre, qui payent la facture, puis ensuite ils rentrent chez eux, puis ensuite il y a des Russes qui vivent à Chypre, ils vont à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, ils dépensent en fonction de ce qui a été dépensé à Chypre. Voilà. Et puis, une autre fois, je vais dans une petite épicerie, j'avais soif et je vois 2 voitures aux plaques ukrainiennes, 2 voitures aux plaques russes.
Alors je demande en passant comme ça, je demande au type de l'épicerie, je dis mais vous avez vu ces voitures-là, c'est des Russes et des Ukrainiens. Puis lui, tout fier, il me dit mais oui, puis quoi? Oui, enfin, je sais pas, ils s'entendent bien. Il me dit regardez, ils sont là. Puis, ils s'engueulent. Ah non, il paraît que surtout Chypre, ils s'entendent très bien. Et puis, la dernière fois, je demande encore, mais vous commercez avec l'Ukraine? Ah, mais bien sûr. Et vous croyez que le poulet, vous l'avez d'où? Vous croyez qu'il vient de Chypre, le poulet? Oui, si c'est marqué Chypre, from Cyprus, ce sera difficile d'en trouver, hein, from Cyprus. Mais il y en a. Il m'a dit, ça vient tout d'Ukraine. Quand vous voyez Union européenne, vous pouvez être sûr, 99%, c'est du poulet qui vient d'Ukraine. Il faut acheter du poulet from France, from Cyprus, puis là, vous mangerez ce que vous voudrez. Ah bon? Il me dit, oui, puis la grande entreprise qui s'occupe, enfin le siège de l'entreprise qui vend les poulets à l'Union européenne, elle est ici à Chypre, elle est à Larnaca. Je vous rappelle aussi qu'à Larnaca, c'est de là dont on part, de par l'aide humanitaire pour les Gazaouis. On aurait pu demander aux Égyptiens d'aller. Non, c'est Larnaca. Donc, faut pas sous-estimer le poids de Larnaca dans ce petit jeu. Où c'est que ça se fera? Alors, c'est vrai, la paix, c'est une chose, mais c'est les conditions qui sont intéressantes. Les conditions, c'est ça qui est important. Henri Guénaud dit une chose très, très intéressante. Il dit, faire la moindre concession, c'est se plier à la loi du plus fort. Il n'y a que le plus fort qui pourra obtenir des concessions de son adversaire. Puis on dit, on ne fait pas de concessions, ben c'est la loi du plus fou. La loi du plus fou. Voilà le dilemme où on se trouve actuellement. Thomas Gomard, lui du parti présidentiel, puisqu'il est à la retraite, il va postuler pour être aux élections européennes. Il dit que tout le monde en a assez, que ce soit les Ukrainiens, que ce soit les Russes, tout le monde en a assez de cette guerre, ils sont prêts à faire des concessions les uns et les autres pour que ça s'arrête. Voilà. Thomas Gomard, c'est intéressant, il parle des nœuds géostratégiques, et là je vous renvoie à mes premières slides. Lui, il dit qu'il y a 3 grands nœuds géostratégiques, c'est le détroit d'Ormuz, là où passe le pétrole, c'est le détroit du Bosphore, où vous avez le grenier à blé ukrainien qui transite pour venir dans le reste du monde. Et puis, vous avez Taïwan, c'est tout ce qui est microprocesseurs. Et c'est chips électroniques. Et il dit qu'il faut suivre ce qui se passe sur ces 3 points. Détroit du Bosphore, on dira mer de Chine, et puis détroit d'Ormuz. Alors, j'ai sorti cette image parce qu'elle est très éloquente, très éloquente. Lorsque j'étais en Angleterre, il y avait avec moi le futur chef qui est maintenant passé, mais qui se préparait à reprendre le renseignement japonais, pas le renseignement militaire, le renseignement civil japonais. Il m'a dit, il faut toujours regarder la position des gens. Très important de voir la position, de voir leur mimique, c'est ça qu'il faut étudier. Et ça, c'est quand il quitte Lavrov, où il avait proposé des bons offices au ministre des Affaires étrangères russe. Vous avez vu dans quel état décati il est sorti. Et il est tout fier de pouvoir organiser le 15 juin une conférence. Vous savez, faire la paix entre amis, c'est facile. Mais est-ce que c'est le but de la paix? On fait la paix, à mon avis, avec son adversaire ou son ennemi, mais on ne fait pas avec les amis. Enfin, vous avez déjà vu que Joe Biden, il a imposé ses servitudes pour la paix. Restitution des territoires qui ont été conquis, dédommagement financier. Je vous rappelle qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu de sanctions financières parce que les Américains, ils avaient compris que en imposant des sanctions financières à l'Allemagne, il y a eu la Deuxième Guerre qui a suivi. Mais lui, il s'en fiche, il dit sanctions financières. Et puis, bien entendu, un tribunal international pour juger Poutine et sa clique. J'emploie le vocabulaire ukrainien. Vous avez l'auteur du chaos ukrainien qui, lui, dit c'est la neutralité. Voilà, on le voit. C'est mieux de faire en sorte que l'Ukraine devienne neutre.
C'était la position des Russes avant le conflit. Hein. Les Russes avaient proposé la neutralité. Il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de réponse. Moi, j'y crois pas, hein, la neutralité. Mais il y a une autre solution, c'est un cessez-le-feu, c'est une solution à la coréenne. Hein, on gèle le conflit, on met une ligne de démarcation, qu'on durcit avec le temps, comme entre les deux Allemagnes, et puis vogue la galère. C'est aussi la solution de Anne Niva dans son livre, elle défend aussi cette thèse-là, elle dit que ça se terminera comme ça. Je crois aussi, je le crois aussi, je peux me tromper. Mais une chose qui est intéressante, c'est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar. Je vous rappelle que le Qatar, il fait bien les choses. Hein. Depuis très longtemps, il fait très bien les choses. Je vous rappelle qu'il était sous embargo par l'Arabie Saoudite, le Qatar, parce qu'ils n'ont pas la même religion, ils n'ont pas la même politique. Enfin, aujourd'hui, on parle plus du Qatar que de l'Arabie Saoudite. Ça me fait penser un petit peu à l'embargo qui avait été imposé par le général de Gaulle à Monaco, en 62. Il dit, il faudra, si on veut véritablement rester, nous, l'Occident, le fer de lance des valeurs que nous développons, il faudra qu'on nettoie devant notre porte. Qu'est-ce qu'on a fait en 1990? Qu'est-ce qu'on a fait en 1999? Qu'est-ce qu'on a fait en 2003? Avant de demander aux autres de faire des efforts, il faudra aussi qu'on fasse des efforts de notre côté, je le pense. Et puis, c'est bien de créer une structure de sécurité pour l'Ouest, pour nous. Je suis en faveur de ça. Mais vous ne pouvez pas dire, nous, on s'occupe de notre sécurité, puis les autres, hein, voguent le navire. Il faudra trouver aussi une défense collective. Il faudra assurer la sécurité des autres, parce que les autres ne pensent pas comme nous. Hein. Les autres ne pensent pas comme nous. La conclusion, je la laisse à Anne Niva de nouveau. Il y a 3 conflits, il y a 2 conflits qui sont en cours. C'est donc 2 fronts totalement opposés. Hein. Vous avez le front, on dira, israélo-palestinien. Vous avez le front ukraino-russe. Et puis vous avez une guerre qui se profile, en fonction de ce que j'ai dit au départ, c'est la Chine. Parce qu'elle n'a pas abandonné, hein, la Chine. Et je connais assez bien les Chinois, parce que lorsque j'étais à Rome pendant une année, j'étais avec un Chinois. Ces gens sont très patients, très patients. Je parlais aussi, lorsque j'étais en Angleterre, dans le cadre du renseignement, j'étais toujours avec ce Japonais, et puis le Japonais, je lui disais, ah, tu sais, j'ai envie de me venger de ceci. Il m'a dit, Boris, ça sert à rien de parler de vengeance, faut pas. Il y a un proverbe japonais, un proverbe asiatique qui est très intéressant, c'est si tu es assez patient, assieds-toi au bord de la berge et tu verras le corps de ton ennemi flotter le long du courant. Le seul problème, là non, il a encore précisé, cette règle ne connaît aucune exception. Le seul problème est que seuls nous, les Asiatiques, savons ce qu'est la patience. Voilà. Alors, il faudra bien qu'on trouve une solution hein, à ce conflit. Parce que les Américains ne vont pas pouvoir se distribuer sur 3 conflits. Déjà que maintenant, ils ont un peu de peine. Ils ont de la peine, oui, enfin, c'est facile. On fait tourner la machine à dollars. On fait tourner l'armement. Ça ils peuvent produire de l'armement, du dollar. Ils produisent. Mais à part ça, je ne sais pas très bien ce qu'ils produisent. Moi, j'étais aux États-Unis pendant une année. Je voyais les balles de baseball. J'étais tout fier quand j'étais gamin. Je voyais la balle de baseball. Puis je regarde derrière, puis je vois Made in China. Une batte de baseball Made in China. Enfin, voilà. Alors, tant qu'ils fournissent du dollar et que nous, on est prêts à en acheter, il n'y a pas de problème. La dette, elle est payée. C'est pour ça que Charles de Gaulle, il avait voulu rapatrier tout l'or qu'il avait aux États-Unis, puis il a renvoyé aux États-Unis ses dollars. Il voulait simplement que l'Allemagne, qui n'était pas encore dirigée par Adenauer, fasse la même chose. Malheureusement, le prédécesseur d'Adenauer n'était pas du même avis. Mais sinon, ils auraient pu mettre à plat les États-Unis. Voilà. J'espère que mon exposé vous aura convaincu, non pas prendre position en faveur de l'un ou de l'autre, mais en tous les cas, aura suggéré chez vous l'intérêt de lire 1 ou 2 livres, et puis vous permettra d'être critique à l'égard de ce que vous lisez ou entendez. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
Donald Trump devient président. Je pense qu'il va gagner, ça c'est mon avis personnel. Et il mettra tout le monde sous pression. Et si les Européens ne sont pas prêts à agir en fonction de cette pression, je vous l'ai dit, hein, c'est pas parce que vous avez Scott Miller, notre ambassadeur américain à Berne, qui fait de la pression, c'est le seul. Non, non. Je pense que Trump mettra la pression. Et il leur dira, d'ici à la fin de l'année, soit vous vous mettez à 2, c'était l'ancien objectif, peut-être même, dira-t-il, à 3%, et puis vous achetez du matériel américain, parce que je vous rappelle que la Suisse a déjà commandé des F-35. Je vous rappelle que les F-35 sont les seuls avions aujourd'hui en Europe capables de transporter des bombes atomiques tactiques. Il y a 6 bases en Europe où sont entreposées les bombes nucléaires tactiques américaines. Et le F-35 est le seul qui est capable de les transporter aujourd'hui. Hein. Il y en a en Belgique, il y en a en Allemagne, il y en a en Italie, il y en a en Turquie. Voilà. Mais je pense qu'il les mettra sous pression pour montrer sa puissance, parce qu'il a quand même le goût de la puissance, Trump. Voilà. Et de défendre les intérêts américains. Ah ben bien sûr. Ah ben bien sûr, je l'ai dit. Ben bien sûr. Je vous rappelle que, pour la petite histoire, qu'il y a des conflits de frontières entre la Pologne et l'Ukraine. Il y a des conflits de frontières entre la Roumanie et la Pologne, et puis entre je peux me tromper, je crois la Slovaquie. Il y a 3 pays. Je les ai pas par cœur. Mais ces gens-là, à la fin du conflit, ils demanderont à être payés, hein, soit en terrain, soit en argent, mais on s'investit pas comme ça. Alors il y a une thèse, je sais plus qui la défendait, c'est prise de l'Ukraine en entier. Mais quand vous regardez les effectifs russes qui se sont lancés à l'attaque de la Russie, je ne crois pas du tout à une invasion de l'Ukraine par la Russie. Avec quelques 150 000 hommes, vous ne prenez pas. Il faut un rapport de 4, voire 6 contre 1. Il l'avait de loin pas. Par contre, si vous me dites, parce que ça c'est une thèse qui se défend et j'arrive à l'admettre, c'est juste créer une zone tampon. Ils veulent une zone tampon. Voilà. Alors maintenant, je repense à Cuba. Pour la petite histoire, les Américains n'ont pas admis qu'il y ait des fusées soviétiques qui viennent là à quelques kilomètres du territoire américain. Et puis ils en veulent aux Russes qui voient l'OTAN s'approcher d'eux. Ils disent non, il n'y a pas de sphère d'influence là, et on a le droit d'aller. Voilà. Mais je pense que l'intention russe, c'est de prendre, parce qu'il y a eu des votations, et puis on voit bien qu'il y a grosso modo toute la série du Donbass, il y a 4 oblasts, Luhansk, plus Donetsk, et puis des 2 autres, et puis il voudra pousser vers Odessa. Hein. À mon avis, il voudra pousser sur Odessa. Si ça se passe bien, il voudra avoir ça. Parce que en Transnistrie, vous avez l'ancienne armée du général Liebed. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la guerre de Tchétchénie avec le général Liebed. Ben, son armée, elle est là. Le Liebed a disparu, mais son armée est toujours là, donc il peut faire une jonction. Et puis, ce sont tous des territoires où on est, si ce n'est russophile, du moins russophone. Puis il va essayer de prendre ça, puis il aura sa zone tampon. Voilà, Kharkiv c'est au nord, donc il voudra aussi être tranquille du côté du nord. Ça c'est mon avis, mais bon, tout ce que je sais, ce sont les parallèles que je tire. Je vais tirer quelques parallèles entre la guerre en Ukraine. En 1994, l'Ukraine a signé le partenariat pour la paix. 1994. 1996, c'est la Suisse qui signe le partenariat pour la paix. Et 1997, l'OTAN ouvre un bureau de liaison à Kiev. 2024, il y a un bureau d'information à Genève, au Centre de politique de sécurité. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on a besoin d'un bureau d'information? Le Conseil fédéral, peut-être. Moi, je n'ai pas besoin d'un bureau d'information sur l'OTAN. Comment ça se passe maintenant, cette histoire? Est-ce qu'on va vers l'OTAN? Est-ce qu'on ne va pas vers l'OTAN? Il dit, mais un d'eux me dit, c'est un général 3 étoiles, il me dit, mais Boris, tous ceux qui étaient comme toi et moi,
pour la neutralité. Ils sont loin. Tous ces gens sont loin. Maintenant, il n'y a plus que des gens qui sont en faveur de l'OTAN. Je discutais avec le général français Lalanne Berdoutic. Je lui dis, mais on ne peut pas réagir. Tu as déjà vu un militaire qui réagit? Et ce type, il peut poser sa casquette, parce que bien entendu, eux, ils ont encore des casquettes. Il pose sa casquette, puis il prend son béret, puis il va acheter sa baguette de pain, hein, et encore s'il a les moyens d'acheter sa baguette de pain, parce que sa retraite, on va lui couper, hein, pour faute grave. Voilà ce que me dit le général français. Mais attends, il faut faire attention, dès qu'on parle de neutralité, je veux quand même vous dire, hein, dès que vous parlez de neutralité, que vous parliez à un militaire, que vous parliez à un civil, vous êtes tout de suite taxé, hein. Moi, je défends la neutralité, je suis membre d'aucun parti. Je vote pour l'intérêt de ma femme et de mes filles. C'est la seule chose qui m'intéresse. Bien entendu la Suisse, mais indirectement. Mais dès qu'on parle de neutralité dans ce pays, c'est fini. Vous êtes fasciste. Pourquoi je suis fasciste? Mais parce que c'est les thèses de l'UDC, mon ami. Ah, alors excuse-moi. Voilà. Ouais, mais il faut... C'est terrible. Vous êtes tout de suite diabolisé. Ça va bien parce qu'on dit, ouais, c'est un colonel. Mais quand c'est un général qui vous dit ça, ouais, ce type, il a complètement perdu les pédales, il est devenu sénile, c'est comme ça. Donc on diabolise les gens qui ont de la puissance, et puis on ridiculise les gens qui n'en ont pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci à eux. Merci d'avoir été avec nous ce soir.